regardez Al24 News. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité de ce jeudi 16 décembre 2021. La visite d'État en Tunisie du président algérien Abdelmadjid Tebboune s'achève. Au menu, relance de la coopération bilatérale dans divers domaines pour parvenir à une intégration économique et des perspectives communes et unifiées. Au Maroc, un an après la normalisation des relations avec l'entité sioniste, plusieurs appels à manifester ont été lancés dans diverses villes marocaines. Santé, Covid, l'Union européenne veut fixer la durée du certificat vaccinal à 9 mois, si pas de rappel. Crise sanitaire, petite phase et mea culpa, gilets jaunes et réformes économiques. Nous ferons un tour d'horizon du bilan établi par le président français Emmanuel Macron de son mandat. Deuxième et dernier jour de la visite d'État en Tunisie que le président algérien Abdelmadjid Tebboune clôture par une rencontre avec la communauté algérienne. Le président de la République a pris à bras le corps de sitôt des dossiers d'importance économique et politique, et ce dans une parfaite convergence de vues avec son homologue tunisien Kais Saïed. Au total, 27 accords de partenariat ont été signés entre l'Algérie et la Tunisie. Les détails avec Mohamed Wali Ben Chaban. Avec des intérêts en commun, l'Algérie soutiendra la Tunisie sur le plan économique, dans le but de la consolidation de l'économie des deux pays. Pas moins de 27 accords de partenariat ont été signés entre le président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune et son homologue tunisien Kais Saïed. Tout cela rentre dans une nouvelle perspective de coopération qui va sûrement être bénéfique aux deux pays et qui va permettre aussi à l'Algérie de se positionner au niveau régional comme une force économique leader dans son rôle connu depuis longtemps. Face à une conjoncture économique difficile que traverse la Tunisie, l'Algérie apporte son soutien économique et financier pour surmonter cette rude épreuve. La Tunisie, l'Algérie compte jouer le rôle de voisin pour soutenir un peu la Tunisie dans son passage actuel, mais surtout faire profiter l'économie algérienne par certains échanges commerciaux dans des domaines bien précis comme les matériaux de construction, comme les produits pharmaceutiques et certains produits agroalimentaires dont la Tunisie en a besoin. En termes des chiffres, les échanges commerciaux entre l'Algérie ne dépassent pas la barre de 2 milliards de dollars. Des échanges effectivement intra-maghrébins. La Tunisie pour l'Algérie vient en premier. Bon, ça ne dépasse pas les 2 milliards de dollars, hein, de toute manière, entre les importations et les exportations. Les chefs de l'État des deux pays ambitionnent à améliorer la situation économique à travers les accords conclus dans tous les sens afin d'enregistrer un saut économique de qualité. Et lors d'une conférence de presse conjointe avec le président tunisien Kais Saïed, le président Abdelmadjid Tebboune a mis en avant le souci de l'Algérie et de la Tunisie de relancer la coopération bilatérale dans différents domaines en vue de parvenir à une intégration économique et des perspectives unifiées, unies et communes. Souhila Kilal. Relancer la coopération bilatérale dans différents domaines en vue de parvenir à une intégration économique. C'est ce qu'a déclaré le président algérien Abdelmadjid Tebboune à l'occasion d'une conférence de presse conjointe avec son homologue tunisien Kais Saïed. أعرب عن عميق الارتياح لما أفضت إليه محادثاتنا ثنائية اليوم والتي من نتائجها المباركة تأكيد حرصنا على الدفع بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات آملين إن شاء الله أن نصل إلى اندماج اقتصادي وإلى آفاق وحدوية موحدة مشتركة إن شاء الله. Plusieurs accords de coopération ont été signés entre le gouvernement algérien et le gouvernement tunisien. اتفقنا على أن يتم تعزيز الإطار القانوني لتنظيم
العلاقات الثنائية ضمن هذا المنظور الجديد، وذلك بالتوقيع على هذا العدد الهام من اتفاقيات لتعزيز التعاون الثنائي وتوسيعه في القطاعات الحيوية. اتفاقات في ميدان الصحة، في ميدان البث الإذاعي، في البيئة، في التوأمة بين عدد من الولايات. Le président tunisien est notamment revenu sur l'aide médicale que l'Algérie a offerte à la Tunisie durant la pandémie du Covid. لن أنسى أبدا الموقف الجزائري في ظل الجائحة، وكان تم الحديث عن ذلك، كيف يتم اقتسام الأكسجين بين الدولتين. هذا ما قاله لي سيادة الرئيس عبد المجيد تبون، سنتقاسم كل شيء. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a exprimé son souhait de voir le sommet arabe que va accueillir Alger contribuer à la réalisation de la concorde et du rapprochement entre les pays. حول المسائل المتعلقة بالعمل العربي المشترك، لا سيما وأن الجزائر تتأهب لاحتضان القمة العربية التي نريدها جامعة وشاملة. الجزائر لن تكرس التفرقة العربية. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune s'est vu décerner par son homologue tunisien le grand collier de l'Ordre national du mérite pour ses efforts déployés. Et ce qui ressort également de la conférence de presse conjointe des deux présidents est que les deux parties ont plaidé en faveur du droit du peuple libyen à disposer de lui-même d'une solution interlibyenne pour sortir de la crise. Je vous propose d'écouter leurs déclarations à ce sujet. تطرقنا إلى العديد من القضايا الراهنة وتبادلنا الرؤى حول الملفات ذات الاهتمام المشترك، خاصة الأوضاع في ليبيا الشقيقة، ومتفق تمام الاتفاق مع أخي قيس أن الحل في ليبيا ما يكون إلا بين الليبيين أنفسهم. ونتمنى لليبيا الشقيقة إن شاء الله أن تتخلص من المرتزقة وأن تتخلص من القوات الأجنبية وأن يعود الوئام. هناك تنسيق كامل ومستمر بالنسبة إلى القضايا المطروحة في الجهة، بالنسبة إلى الوضع في ليبيا. ومرة أخرى لا يكون الوضع مستقرا في ليبيا إلا إذا كان الحل نابعا من الإرادة الحرة للشعب الليبي. هو صاحب السيادة وهو الذي يقرر مصيره بنفسه بكل حرية، فالحل لا يكون إلا ليبيا. Toujours au Maghreb, la tension est toujours aussi palpable. Au Maroc, un an après avoir scellé l'accord entre le voisin de l'Ouest et l'entité sioniste, le Front marocain de soutien à la Palestine appelle une nouvelle fois à une mobilisation le 22 décembre prochain pour dire non à cette normalisation. Mohamed Amina Berkan. Un an après la normalisation des relations entre le voisin de l'Ouest et l'entité sioniste, voilà une nouvelle fois que le Front marocain de soutien à la Palestine appelle à une nouvelle journée de mobilisation, mais cette fois-ci à travers plusieurs villes du royaume le 22 décembre, pour dire non à cette normalisation et renouveler son rejet de l'accord avec l'entité sioniste scellé il y a une année. Dans son appel, le Front marocain de soutien à la Palestine indique que la date du 22 décembre intervient dans un contexte marqué par l'escalade de la tyrannie sioniste et un dangereux tsunami de normalisation, considérant que le Maroc a plongé honteusement dans les bras de l'entité sioniste à travers la consolidation et l'approfondissement des relations dans tous les domaines.
Le Front a qualifié cette normalisation avec l'entité sioniste de violation de la souveraineté nationale, notamment à travers la signature d'accords militaires et de renseignement. Il a été décidé à cet effet de décréter le 22 décembre journée nationale contre la normalisation dans toutes les villes du royaume en faisant de cette date une journée nationale de solidarité sous le slogan « Notre combat continue » jusqu'à l'abandon des accords perfides de la normalisation et de la coopération militaire. Dans un autre contexte, l'attention est toujours focalisée sur la société militaire privée russe Wagner. Après les sanctions de l'Union européenne à l'encontre de cette société, c'est au tour des États-Unis de mettre en garde le Mali qui serait sur le point de faire appel au service de Wagner contre la somme de 10 millions de dollars par mois. Dans un communiqué, le département d'État américain estime que cet argent serait mieux utilisé à aider les forces maliennes à combattre le terrorisme ou pour les services publics. Toujours selon le communiqué du département d'État américain, le groupe Wagner rend les pays plus pauvres, plus faibles et moins sûrs selon eux. Et puis l'Union européenne qui annonce la suspension temporaire de sa mission de formation des forces armées centrafricaines en raison du contrôle exercé par la société Wagner sur les forces armées centrafricaines. L'Union européenne, soucieuse du respect du droit humanitaire international, a décidé de suspendre temporairement les actions de formation en raison du contrôle exercé par les paramilitaires de la société Wagner sur les forces armées centrafricaines. Déclaration du général Jacques Langlade de Mongro, commandant de la mission de formation de l'Union européenne en République centrafricaine. Côte d'Ivoire, la reprise du dialogue politique est prévue pour aujourd'hui entre le gouvernement et l'opposition. Selon le porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly, le président ivoirien Alassane Ouattara s'est félicité de l'ouverture du dialogue entre les acteurs politiques ivoiriens qui va permettre aux partis politiques de plancher sur les différents sujets d'actualité, notamment la libération des prisonniers et des conditions de l'organisation des élections locales, municipales et régionales de 2023. Au Madagascar et au 8e jour du procès Apollo 21, le parquet du tribunal d'Annecy a requis la peine à la perpétuité pour 5 des 20 accusés, parmi eux 2 ressortissants français. Les accusés auraient planifié un coup d'État et l'assassinat du président malgache. La cour criminelle rendra son verdict final après les fins des plaidoiries des avocats. Zoom sur cette affaire avec Amine Touta. Une semaine après l'ouverture du procès de 20 personnes accusées de vouloir renverser et d'assassiner le président malgache André Rajoelina, le parquet de la cour d'Antananarivo a requis la perpétuité pour 2 ressortissants français et 3 autres des 20 accusés soupçonnés dans l'affaire dite Apollo 21. Les chefs d'accusation étaient qualifiés d'une planification de coup d'État et tentative d'assassinat du président et complot et association de malfaiteurs. Le feuilleton judiciaire, qui s'est ouvert le 7 décembre 2021, se déroule dans un climat tendu particulier, marqué par un dispositif policier extrême autour du palais de justice d'Anosy. Les prévenus auraient tenté de neutraliser plusieurs personnalités dont le président, selon le parquet. Et depuis leur arrestation au mois de juillet passé, certains sont emprisonnés dans des hauts gradés actifs et les 2 Français. À noter que d'autres accusés sont sous contrôle judiciaire. L'épilogue Apollo 21 est loin d'être fini. La justice malgache œuvre pour lever les ondes d'ombre autour de cette affaire qui tient en haleine toute une population. Accord sur le nucléaire. L'Iran a accepté d'autoriser l'Agence internationale de l'énergie atomique à installer de nouvelles caméras au sein du complexe de Tessa situé à Karaj, près de Téhéran. Un accord qui semble démontrer la bonne volonté de Téhéran à poursuivre les accords autour du nucléaire. Iman Merat. Lors d'une conversation téléphonique avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, le ministre iranien des Affaires étrangères Hussein Amir Abdollahian a déclaré que l'absence d'initiative occidentale entravait l'avancée des négociations sur l'accord nucléaire. Cette déclaration intervient après que Téhéran et l'Agence internationale de l'énergie atomique aient annoncé être parvenus à un commun accord pour mettre fin à la crise de la centrale nucléaire de Karaj et remplacer les cartes mémoire des caméras de surveillance. Cet accord a été conclu entre le directeur général de l'AIEA, Rafael Mariano Grossi, et le directeur de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Mohamed Eslami.
Le ministre iranien a déclaré que les propositions iraniennes étaient conformes à l'accord nucléaire qui composait la base de l'accord de Vienne, qu'aucune demande contraire à l'accord nucléaire n'avait été formulée et qu'aucun engagement en dehors de celui-ci ne serait accepté. Expliquant ainsi que dissiper les inquiétudes des parties occidentales concernant le programme nucléaire de Téhéran dépendrait de la levée des sanctions, et affirmant que l'accord avec l'Agence internationale de l'énergie atomique sur l'installation de Karaj représentait une preuve de la bonne volonté de Téhéran. Pour rappel, l'accord entre Téhéran et l'AIEA intervient à un moment où les pourparlers nucléaires se poursuivent entre l'Iran et les pays participants à l'accord nucléaire de Vienne. Des négociations qui s'accompagnent d'un échange de déclarations et d'accusations entre l'Iran et les pays occidentaux sur l'absence d'avancement à ce jour. Alors que Téhéran exprime son sérieux dans les négociations, Washington, de son côté, menace d'agir à travers d'autres alternatives si l'option diplomatique venait à échouer. Au chapitre santé Covid-19, le gouvernement français a annoncé ce jeudi rétablir à compter de samedi l'obligation de motifs impérieux pour les voyageurs en provenance et à destination du Royaume-Uni. Face à la diffusion extrêmement rapide du variant Omicron dans ce pays, il y aura obligation de disposer d'un motif impérieux pour se rendre ou venir du Royaume-Uni pour les personnes non vaccinées comme les personnes vaccinées. Mais ces motifs ne permettront pas de se déplacer pour raisons touristiques ou professionnelles, a précisé le gouvernement français dans un communiqué. Il a aussi appelé les voyageurs à reporter leur voyage au Royaume-Uni. Et je vous disais en titre, lors d'un sommet à Bruxelles, les dirigeants ont souligné l'importance d'une approche coordonnée sur la validité du certificat de vaccination anti-Covid de l'Union européenne et ont pris note du fait que la Commission adoptera un acte délégué sur la question selon les conclusions publiées jeudi. Cet acte délégué qui a une valeur contraignante doit être adopté la semaine prochaine par l'exécutif européen et devrait entrer en vigueur en février. Si l'Union européenne réglemente l'usage de ce certificat Covid dans le cadre des voyages intra-européens, son utilisation par les États membres à d'autres fins, accès aux restaurants, concerts ou autres événements, relève quant à elle des législations nationales. Autre sujet important lors de ce sommet de Bruxelles, les tensions russo-ukrainiennes. Cette rencontre des 27 tentera d'évaluer l'évolution de la situation dans cette partie de l'Europe orientale où les nœuds de tension se multiplient, l'Ukraine n'étant pas la partie visible de l'iceberg. Laïla Gartal. Les 27 États membres de l'Europe réussiront-ils là où les négociations directes entre Moscou et les États-Unis ont échoué? Les résolutions de cette rencontre entre l'Union européenne et les pays d'Europe orientale seront-elles prises en considération par Moscou, qui ne reconnaît que Washington comme interlocuteur direct de l'avis de certains diplomates? Puisque le point central de cette rencontre reste la crise russo-ukrainienne, les États européens du bassin occidental réussiront-ils encore une fois à résoudre la crise et la tension entre Moscou et l'Ukraine face à un Poutine qui reste fermé à toutes les propositions européennes dont il ne reconnaît même pas l'autorité? Pour convaincre le Kremlin, l'Union européenne hausse le ton et lance depuis déjà une semaine des avertissements et menaces de sanctions Moscou. Aussi, l'adoption de sanctions nécessite l'unanimité de l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Face aux réticences allemandes et françaises, ces derniers ne se sont toujours pas prononcés sur la question des sanctions préventives. Le format Normandie proposé par l'Union européenne est en mort cérébrale, constate le bloc d'Europe orientale. Un constat dicté en grande partie par la volonté de la France et de l'Allemagne de relancer le processus diplomatique avec Moscou et Kiev. Comportement qui laisse dubitatif de l'avis des observateurs. Il semblerait que les 27 États membres ont du mal à accorder leur violon pour la question ukrainienne en raison des intérêts serrés avec Moscou, notamment dans le gazoduc Nord Stream 2, ce qui élargit l'écart et le dévoile au grand jour, laissant la relation entre le bloc occidental et le bloc oriental européen, composé essentiellement par les anciennes républiques soviétiques, il faut les rappeler, au simple stade de partenariat et de voisinage.
En France, celui qu'on appelle désormais président candidat a donné une longue interview à quelques mois de la présidentielle. Le président français Emmanuel Macron a défendu son bilan et laissé entendre sa volonté de rester à la tête de l'État sans toutefois officialiser sa candidature pour un second mandat. Safwan Ben Sabri. Le président français s'est projeté sans pour autant se présenter officiellement. C'est ce qui ressort de la dernière interview livrée par Emmanuel Macron mercredi aux 2 journalistes venus l'interviewer. Le président en exercice est revenu sur son mandat en cours. Il a dressé le bilan de ce qu'il a accompli durant ses 5 années à l'Élysée, tout en revenant sur ce qui lui a été reproché, notamment les petites phrases qui ont pu être jugées comme déplacées lors de ses sorties médiatiques. Il avait rétorqué à un jeune chômeur venu se plaindre du manque d'emploi qu'il suffisait de traverser la rue pour trouver un travail. Sans s'annoncer candidat, Emmanuel Macron a cependant abordé des thèmes au cœur de la campagne électorale qui est pour le moins mouvementée. Il s'est attaqué à des candidats en course sans les nommer. C'est à Éric Zemmour qu'il faisait allusion, par exemple, en déclarant que l'immigration zéro n'existe pas et n'a jamais existé. À la question de savoir si le locataire de l'Élysée se projette pour au-delà d'avril 2022, la réponse du président français est on ne peut plus claire. Il s'agit pour lui d'une évidence. Pour rappel, mis à part l'exception François Hollande, aucun président français sortant n'a renoncé à se représenter pour briguer un second mandat. Tout porte donc à croire qu'Emmanuel Macron assumera donc une deuxième candidature à la magistrature suprême dans un pays que 62% des Français estiment être en déclin. Au Royaume-Uni, ce sont des législatives partielles à haut risque pour le Premier ministre Boris Johnson. La circonscription du North Shropshire, centre de l'Angleterre, qui vote conservateur depuis des décennies, pourrait basculer au profit des libéraux démocrates lors de ce scrutin en valeur de référendum pour Boris Johnson. Ce dernier risquerait alors une crise d'autorité en pleine flambée épidémique due au variant Omicron. La Commission européenne a présenté mercredi ses propositions pour décarboner le marché du gaz, diminuer les émissions de méthane et augmenter la part de l'hydrogène. C'est l'acte 2 des propositions européennes pour réduire les émissions de CO2 d'ici 2030 et atteindre en 2050 la neutralité carbone. A rappelé que les prix du gaz ont atteint des niveaux records ces derniers mois en Europe sous l'effet d'une forte demande et des exportations russes moins importantes que prévu. Aux Pays-Bas, les chefs de parti de la future coalition gouvernementale ont présenté leur feuille de route commune. Ce texte permettra au Premier ministre Mark Rutte d'effectuer un 4e mandat, mettant ainsi un terme à près de 9 mois de négociations. Naïla Hamouda. Les 4 partis composants de la nouvelle coalition de centre-droit aux Pays-Bas sont enfin parvenus à un accord. Ils ont présenté leur feuille de route commune. Cette dernière comprend 35 milliards d'euros d'investissement pour lutter contre le changement climatique ainsi que la construction de 2 nouvelles centrales nucléaires. Un texte qualifié d'ambitieux par les observateurs. Le chef du gouvernement sortant du centre-droit, Mark Rutte, dirigera cette coalition avec le centre-gauche et les conservateurs. Il rempile pour la 4e fois comme Premier ministre depuis 2010. Pour rappel, les élections législatives avaient eu lieu mi-mars dernier. Il aura fallu pas moins de 9 mois de négociations pour parvenir à cet accord. Les Pays-Bas, confrontés à une nouvelle vague épidémique qui a entraîné d'impopulaires mesures de restriction, devront toutefois attendre le mois de janvier pour connaître leur nouveau gouvernement, le temps que la coalition se répartisse les ministères. Parmi les annonces politiques attendues, la future coalition devrait annoncer une extension de la garde d'enfants gratuite, le manque de logement et la recherche, ainsi que la mise en place de péages routiers. En bref, dans l'actualité, un puissant typhon s'abat sur les Philippines. Baptisé Ray, ce super typhon a touché la terre ce matin à 5 heures. Plus de 45 000 personnes ont fui leur maison. Ce phénomène extrêmement violent est l'équivalent d'un ouragan de catégorie 5 aux États-Unis. Les vents violents qui accompagneront ce typhon pourraient atteindre, tenez-vous bien, les 195 km/h. Intempérie toujours aux États-Unis, le président américain Joe Biden s'est rendu de l'État du Kentucky, ravagé par plusieurs tornades qui ont coûté la vie à une centaine de personnes. Joe Biden qui a tenu à rassurer la population locale. Je vous propose de l'écouter.
N'hésitez surtout pas à demander quoi que ce soit. Il n'y a pas de tornade rouge ou de tornade bleue, pas d'état rouge ou d'état bleu quand ce genre de catastrophe se produit. Vous allez tout récupérer et tout reconstruire. Toujours aux États-Unis, 28 milliards de dollars de plus cette année pour le budget de la défense, un budget total qui s'élève à 778 milliards de dollars approuvé par le Congrès américain. Ce budget doit désormais être validé par le président américain Joe Biden. C'est une première dans l'assassinat de George Floyd. Le policier Derek Chauvin, condamné pour ce meurtre, a pour la première fois plaidé coupable mercredi de violation des droits constitutionnels du quadragénaire noir, admettant pour la première fois une part de responsabilité dans ce drame qui a bouleversé l'Amérique et le monde. En plaidant coupable, il s'évite un procès fédéral dans lequel il encourait la perpétuité et qui devrait se tenir en janvier. Sport à présent, à moins de 4 semaines du coup d'envoi du plus grand événement africain, la Confédération africaine de football pourrait décider d'annuler purement et simplement la compétition prévue en janvier prochain au Cameroun. C'est l'information qui circule dans les médias occidentaux, sauf que la CAF persiste et signe la prochaine CAN prévue en janvier au Cameroun aura bien lieu. L'UEFA essaie par tous les moyens d'annuler la prochaine Coupe d'Afrique des Nations afin de garder les joueurs africains et le haut niveau à leur championnat. L'UEFA a envoyé des emails aux clubs pour les inciter à ne pas envoyer leurs joueurs au championnat avant que la CAF ne dévoile le protocole sanitaire pour la protection des joueurs. Un club comme Liverpool aura des soucis si par exemple Mohamed Salah et Sadio Mane atteignent la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Cela veut dire qu'ils ne pourront pas rejoindre Liverpool au match aller de la 8e de finale de la Ligue des Champions. Et avis aux amateurs de violon, hier au Théâtre National Mahidine Bechtarzi, le concert danois de Tolk Madop a eu lieu. Amira Beja était présente. Je vous propose d'apprécier ce sujet. Chaque instant du concert présenté par le virtuose violoncelliste danois Tolk Madop était savouré par le public algérois au Théâtre National Mahidine Bechtarzi. La soirée était une rencontre musicale en duo avec le musicien algérien Mohamed Rouane. Organisée par l'ambassade royale du Danemark en collaboration avec le ministère de la Culture et des Arts algérien, l'idée de cette fusion artistique est venue de Madame l'ambassadeur du Royaume du Danemark qui nous partage sa joie. Je suis vraiment très heureuse avec ce concert. Je pense que le concert a montré comment est-ce que la musique, c'est un langage universel. En fait, les deux musiciens ne parlent pas la même langue, mais ils partagent quand même un langage musical et on a vu ça quand ils ont joué ensemble, la rencontre musicale entre les deux. Je pense que c'était magique en fait. C'est aussi la première fois qu'il y a eu cette rencontre entre le mandolin et le violoncello. Alors on a vraiment fait une première dans beaucoup de sens. Violoncelle et mandole à la main, les deux artistes danois et algérois se sont accompagnés dans les dédales oniriques, donnant vie à des moments magiques. Mohamed Rouane revient sur cette riche rencontre. C'est une première. D'ailleurs, on a répété Ya Rabbi un quart d'heure. On ne parle pas la même langue, on n'a pas la même langue, mais on a le même langage dans notre univers. Et ça, c'est la magie de la musique. Et voilà. Et pourtant, Tolk, c'est un virtuose, c'est un lecteur. De mon côté, je suis un musicien autodidacte et on a joué sur une pièce de Bach et j'ai essayé de faire un mode mezmoum ou ram el-maya, un petit mélange. Et voilà, c'est ça la musique. Tolk Madop, qualifié par le journal américain The New York Times d'homme de demain. Le violoncelliste mondialement connu, heureux de se produire pour la première fois à Alger, revient sur le merveilleux échange musical.
J'ai rencontré Mohamed par courriel et nous avons parlé des chansons à jouer. Nous nous sommes rencontrés cet après-midi, nous avons joué ensemble et c'est un sentiment magique avec lui. C'est incroyable. J'aime toujours voir dans quel contexte je joue. Si je suis en Norvège, j'essaie de m'identifier dans la chanson norvégienne. La même chose pour l'Afrique. J'essaie de voir avec quel genre de musique originale de cette région. Je pense que c'est bien que vous puissiez de cette façon interagir avec le public local, parler avec des chansons qu'elles connaissent déjà. Donc j'y ai mis une grande importance. Entre Alger et Copenhague, le public a traversé le temps d'une soirée, un pont musical érigé par Mohamed et Tok. Et c'est sur cette note musicale que s'achève notre édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur Al 24 News.